La flambée du prix du pétrole et du gaz suffit-elle à proclamer Vladimir Poutine comme le grand gagnant de la guerre dans le Golfe? Quid des répercussions diplomatiques ou de la guerre en Ukraine? Et plus globalement, quel enseignement le Kremlin tire-t-il de la guerre contre l'Iran? Réponse tout de suite avec nos invités. Et nous sommes en plateau avec Sylvie Bermann. Bonjour, vous êtes diplomate de carrière, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Merci d'être avec nous. Aurélien Duchesne, vous êtes consultant en géopolitique et défense, chargé d'études à Eurocréative. Soyez le bienvenu également. Et puis enfin, le général Jean-Paul Palomero est également avec nous en visio pour nous éclairer sur les aspects militaires. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sylvie Bermann, avec la flambée des prix de l'énergie, le monde, littéralement, s'enfonce dans la crise, sauf la Russie. Oui, sauf la Russie. En tout cas, pour le moment, la guerre n'est pas terminée. Mais pour le moment, c'est vrai que la Russie est gagnante. Et elle est gagnante parce qu'on ne parle plus de l'Ukraine, parce que l'intervention illégale de Donald Trump donnait l'impression de valider également l'agression russe contre l'Ukraine. Et enfin, parce qu'effectivement, Donald Trump, le prix du pétrole augmente et est passé à $100. Et donc, évidemment, tout cela alimente l'effort de guerre russe. Et en plus de ça, les Américains ont levé, au moins pour un mois, des sanctions qui visaient justement le pétrole russe et notamment à destination de l'Inde. Aurélien Duchesne, ça, c'est un calcul judicieux de la part des États-Unis de vouloir arrêter, ou en tout cas de vouloir mettre un terme même temporairement aux sanctions qui pesaient sur le pétrole russe. Mais ça revient pour les États-Unis à torpiller les sanctions que Donald Trump lui-même avait installées à l'automne 2025. Les seules sanctions que Donald Trump et son administration aient mises sur la Russie, c'était des sanctions aussi secondaires contre des pays comme l'Inde, par exemple, qui étaient incontournables pour la Russie, justement pour contourner nos propres sanctions. Et là, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, avec cette guerre et le fait désormais de vouloir reculer sur ces sanctions, sont en train de faire ça au pire moment. Pourquoi? C'est le pire moment parce que les Russes eux-mêmes, je prends par exemple ce que disait le ministre de l'économie russe, disait qu'ils commençaient à avoir des difficultés budgétaires. Général Jean-Paul Paloméros, quel est le message qui est envoyé à Poutine? Est-ce qu'il a raison finalement de rester inflexible sur la guerre en Ukraine face à un Donald Trump, par exemple, qui ne cesse de retourner sa veste en fonction de la situation et du moment? La République islamique est en train de lui montrer qu'il y a malheureusement, je dirais, une possibilité de résister à la plus forte armada qui puisse se constituer aujourd'hui entre les États-Unis et Israël, et surtout au plan aérien. Il y a un problème de fond, effectivement. Poutine a tout son temps. Plus les États-Unis seront affaiblis, mieux il s'en portera. Et il y a un problème technique, il y a un problème financier énorme pour l'Ukraine qui n'arrive toujours pas à boucler son budget. Et on a vu que les pays européens, je ne sais pas si ça a bougé aujourd'hui, mais je n'en ai pas l'impression, que les pays européens ne sont pas prêts à débloquer ne serait-ce que les 90 milliards de dollars qui sont prévus pour soutenir la défense de l'Ukraine. Et en plus, ces 90 milliards de dollars, ils sont là pour acheter en particulier des moyens de défense aérienne, de défense anti-aérienne, comme les fameux Patriots ou d'autres missiles. Et là, il commence à y avoir un vrai problème aux États-Unis. Le stock de Patriots, par exemple, qui est quand même le missile le plus utilisé contre les missiles, est de l'ordre de 1000 à 1500. Ils en produisent 650 par an et ils en consomment. Ils ont consommé plus aujourd'hui dans la défense des pays du Golfe et d'Israël que ce qui a été consommé en Ukraine pendant 2 ans. Donc, il y a un triple problème. En fait, ces deux conflits-là ne s'ajoutent pas. Ils se multiplient en quelque sorte. Alors, on va revenir sur tous ces points, mais évidemment, cette séquence conforte un peu Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on l'écoute avec cette espèce de main tendue aux Européens les Européens essayent de résister face à Donald Trump, mais pour le moment, cela donne une assise à Vladimir Poutine. On l'écoute.
Je tiens à souligner que la Russie est, et je le répète, un fournisseur fiable de ressources énergétiques. Cela a toujours été le cas. Nous continuerons bien entendu à approvisionner en pétrole et en gaz les pays qui sont eux-mêmes des partenaires fiables. Je pense notamment à nos partenaires de la région Asie-Pacifique, mais aussi aux pays d'Europe de l'Est comme la Slovaquie et la Hongrie. Sylvie Bermann, vu le contexte actuel, avec ce gaz qui évidemment flambe, est-ce que les Européens ont encore les moyens de résister face à Moscou ? Ça dépend ce que vous appelez résister, parce que sur l'Ukraine, les Européens maintiennent le soutien à la Russie, sauf que bon, il y a un problème effectivement avec la Hongrie et la Slovaquie. Il y a le chantage habituel de la part de la Hongrie qui accepte de débloquer l'aide uniquement s'il y a une réparation donc, de l'oléoduc qui s'appelle Druzhba, qui veut dire amitié en russe. Et apparemment, enfin, je crois que ça n'est pas encore fait au Conseil européen qui se tient aujourd'hui. Et en fait, Vladimir Poutine ne tend pas la main à tous les Européens. Hein. Il tend la main, effectivement, à ceux qui veulent bien la saisir. Et aux Slovaques. Et il menace même de supprimer les exportations de gaz à destination de l'Europe. Enfin, cela dit, les Européens avaient décidé d'y mettre fin en 2027, mais il a menacé de le faire beaucoup plus tôt, alors que c'est un moment où effectivement les Européens peuvent en avoir besoin. Aurélien Duchesne, Vladimir Poutine, d'un point de vue diplomatique, est-ce qu'il est aujourd'hui en position de force ? Est-ce que, par exemple, ce n'est pas encore fait, mais l'affaiblissement, c'est certain, mais l'effondrement d'un régime iranien, éventuellement, pourrait aussi, par effet ricochet, affaiblir Moscou ? Si c'était un régime pro-américain qui était installé à Téhéran demain, évidemment. Si c'est le scénario du chaos, d'un régime qui s'effondre sans alternative, Poutine aura beau jeu de dire « on m'accuse de répandre le chaos et de violer le droit international, en quoi les Américains seraient différents ?» Il tient ce discours depuis 20 ans sur l'Irak, sur la guerre d'Irak de 2003, il aura quelque chose de plus à ajouter là-dessus. Et un autre aspect, en revanche, sur le plan diplomatique toujours, c'est qu'à défaut d'une alliance entre l'Iran et la Russie ne devait pas s'engager à aider l'Iran. Ce qu'on remarque tout de même, c'est que Vladimir Poutine n'a rien pu faire pour sauver le régime ami de Maduro au Venezuela, n'a rien pu faire pour sauver son allié Bachar el-Assad. Là, il y a quand même un constat d'impuissance. Comme on l'a dit, la Russie, elle profite ne serait-ce que sur le plan budgétaire de cette guerre, mais sur le plan poétique, on voit qu'un à un, les alliés poétiques de Moscou commencent à tanguer. Général Paloméros, justement, on parle de Nicolas Maduro qui a été arrêté à la suite de nombreuses sanctions. Aujourd'hui, il y a une guerre qui est déclarée à l'Iran à l'issue de nombreuses sanctions. Est-ce que dans l'imaginaire russe, il peut y avoir cette idée qu'au fond, la guerre entre la Russie et les États-Unis et peut-être l'Europe finira par arriver? Est-ce que c'est ça la finalité ? En tout cas, le pouvoir russe ne cesse d'instiller et de pousser cette idée vers sa population pour lui expliquer en quelque sorte que la guerre contre l'Ukraine est une grande guerre patriotique, qu'elle ne fait que préfigurer effectivement ce qui se passera contre le grand Satan américain et donc quelque part contre l'Europe. Alors il faut vraiment évidemment voir sur combien de temps va s'étaler cette guerre en Iran, mais chaque jour qui passe est indéniablement favorable à Poutine. Il affaiblit les uns les autres et il va arriver un moment où effectivement la crise risque d'arriver à un paroxysme où la chasse à l'énergie va pousser peut-être encore plus des pays vers la Russie qui en possède. Et paradoxalement, Sylvie Bermann, comment expliquez-vous que Vladimir Poutine reste relativement mesuré dans ses prises de parole depuis 3 semaines ? D'abord, il n'a pas les moyens véritablement d'aider l'Iran, comme il n'a pas eu les moyens d'aider non plus la Syrie, comme il l'avait fait autrefois pour sauver le régime de Bachar el-Assad. Et donc, il y a une condamnation qui est une condamnation de pure forme, en réalité. Puis, il ne veut pas s'aliéner Trump non plus, parce que Trump a toujours manifesté beaucoup de bonne volonté à son égard. Il n'est pas prêt à céder sur l'Ukraine, parce que pour lui, c'est existentiel, c'est une priorité. Mais en même temps, il ne cherche pas à se l'aliéner. Et puis, en réalité, des régimes comme les régimes russes ou autres, ils regardent aussi la réalité. C'est-à-dire que quand un régime est faible, il ne s'accroche pas nécessairement.
Et il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accord de défense mutuelle, c'est un partenariat uniquement. Et depuis toujours, je veux dire, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Syrie, avec l'Iran ou avec la Turquie, c'était des accords de circonstance, parce qu'il y avait eu les accords d'Astana sur la Syrie, précisément avec ces 3 pays, mais ce ne sont pas des alliés. Vous êtes d'accord, Aurélien Duchesne, pour dire que ces alliances commerciales ne débouchent pas nécessairement sur une alliance politico-militaire de la part des alliés de la Russie? Bien sûr, comme l'a rappelé Madame l'ambassadrice, il n'y avait pas donc, de traité comme on l'a au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne. On doit s'engager à se défendre entre l'Iran et la Russie. Cela dit, il n'y a pas de traité du même type entre Israël et les États-Unis, et pourtant les deux agissent comme alliés. Nous ne sommes pas liés par un tel traité à l'Ukraine, et pourtant nous débattons en ce moment au Conseil européen de 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. La Russie, là, montre qu'en réalité, pour des raisons de moyens qu'elle n'a plus, on l'a vu en Syrie fin 2024, il y a des partenaires qu'elle pourrait soutenir militairement. Apparemment, la Russie aiderait par du renseignement les forces iraniennes, et à cette question, Donald Trump a refusé de condamner le fait que des soldats américains seraient potentiellement ciblés par l'Iran sur la base de renseignements donnés par la Russie. Et finalement, est-ce que cette Russie, on parle d'une Russie grande gagnante de cette crise au Moyen-Orient, mais est-ce que la Russie n'est pas finalement un géant au pied d'argile? Est-ce que ses fondamentaux sont si solides que ça, puisque ses partenaires, la Chine et d'autres encore, ne sont peut-être pas prêts à le suivre en cas de conflit? Mais alors, moi, je ne pense pas qu'il y aura un conflit plus large vis-à-vis des États-Unis. Pour le moment, effectivement, c'est circonstanciel, la Russie est gagnante. Il faut voir comment se terminera cette crise. Maintenant, la Chine et la Russie n'ont pas d'alliance, mais ont un partenariat très fort, et ces 2 pays sont liés l'un à l'autre parce qu'on ne sait pas ce que feront un jour les Chinois à Taïwan. Et voilà, donc c'est un partenariat qui reste très fort entre les deux. Général Paloméros, est-ce que depuis ces 3 dernières semaines de guerre en Iran, est-ce que la Russie a réussi à remporter des points sur le champ de bataille en Ukraine? Est-ce que ça l'a aidé, ça lui a donné un coup de pouce? Non, pas pour l'instant, parce que les Ukrainiens se défendent avec énergie, parce qu'ils en ont encore les moyens, même s'ils commencent à souffrir, et en particulier dans la défense antiaérienne. Donc, non, ce n'est pas encore l'heure pour Poutine de toucher les dividendes, mais il attend certainement avec impatience, et il voit les stocks, comme je le disais tout à l'heure, les stocks américains qui sont les seuls qui peuvent vraiment aider les Ukrainiens à continuer à protéger leur territoire, leur population, leur activité. Il voit ces stocks diminuer. Et c'est une inquiétude. Je peux vous dire qu'à Washington, ça phosphore, même si Trump essaye d'accélérer le rythme, mais c'est pareil. L'économie de guerre, ça ne s'invente pas, et ils n'imaginaient pas avoir un tel besoin de ces missiles. Je parle en particulier des Patriotes. Aurélien Duchesne, j'imagine que cette guerre au Moyen-Orient contre l'Iran est un espèce de petit laboratoire peut-être pour la Russie. Quel enseignement Moscou peut tirer de ce qui se passe de ce qui se passe avec ces différents acteurs Alors, le principal enseignement opérationnel de cette guerre, c'est dans le domaine des drones, sauf que la Russie et l'Ukraine elles-mêmes sont le laboratoire de l'Iran dans l'emploi des drones, notamment contre la flotte américaine. Un aspect, en revanche, qui peut intéresser la Russie, c'est l'application de la stratégie du fou qu'en fait l'Iran. L'Iran peut se montrer irrationnel de notre point de vue quand il bombarde des pays qui étaient pourtant des partenaires qui cherchaient à normaliser les relations. Je pense à Oman ou aux Émirats arabes unis. La Russie, ce qu'elle peut observer, c'est plutôt cette stratégie du fou que fait l'Iran, les conséquences que ça a, et le fait que pour l'instant, les pays de la région, comme l'Arabie saoudite, restent extrêmement pondérés, alors qu'ils accumulent quand même les affronts de la part de l'Iran. Comment expliquer justement ces pays qui restent tempérés par rapport au bombardement iranien? Il y a quand même un certain nombre de pays qui restent mesurés dans leur condamnation. Il y a effectivement pas énormément de condamnations, parce que le monde est très idéologisé aussi. Alors certains soutiennent les pays du Sud, d'autres soutiennent plutôt les États-Unis.
Il y a eu les condamnations de routine. Est-ce que tout le monde attend un peu je pense de connaître l'issue de cette... Non, mais bien sûr. Et en réalité, personne ne connaît l'issue. Et par ailleurs, les Russes ont des relations commerciales beaucoup plus importantes avec tous ces pays du Golfe qu'avec l'Iran, 4 fois plus importantes. Donc, à terme, je pense que c'est des relations qui seront plus importantes pour la Russie. Mais encore une fois, on est au 20e jour, je crois, de la guerre. Et si elle dure des semaines et des mois, on est même pas au milieu du gué encore. Est-ce que les États-Unis et Israël sont capables de continuer cette guerre à ce niveau d'intensité encore longtemps? Alors, si on parle des stocks, le général Palomero évoquait les fameux missiles Patriot. Les Israéliens commencent à dire qu'ils commencent à manquer de missiles d'interception de défense aérienne. Et les Américains, pour prendre un exemple, ont prélevé en Corée des batteries THAAD. Ça, c'est de la très haute altitude en matière de défense aérienne. Ils l'envoient désormais sur le front du Proche-Orient. D'autre part, il y a des bases américaines en Europe qui voient des balais aériens en permanence pour aller apporter des munitions supplémentaires. Les Américains sont capables de tenir encore des mois à ce rythme. Mais sauf que pour ça, il faut prélever sur d'autres fronts. Et surtout, passé 3 mois, il faudra commencer à recompléter les stocks d'armement. Au bout de 3 mois, les Américains pourraient commencer à manquer notamment de munitions intelligentes, des missiles guidés. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation.